Vous avez Macron, il passe à Marseille, il fait des selfies. Et puis le lendemain, le caïd, il est dans la cité, et le caïd, il est dans des guerres de gangs où il y a eu 50 morts depuis le début de l'année. De qui vous avez peur? Vous avez peur de Macron ou vous avez peur du caïd? Eh bien, vous avez peur du caïd. Donc si vous avez peur du caïd, vous respectez la loi du silence. Si vous l'ouvrez, vous risquez d'être le 51e cadavre, et donc la police ne peut pas bien travailler. Xavier Hofer, merci d'être venu nous voir à Boulevard Voltaire. Vous êtes docteur en géopolitique à Paris-Sorbonne, vous m'interrompez si je dis une bêtise, vous êtes criminologue, vous êtes spécialiste de la violence sociale et politique, du terrorisme et du crime organisé, et vous dirigez le département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'Université de Paris 2 Assas. Alors ça, c'est fini. Alors ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Vous avez dirigé. C'était transféré au pôle national de criminologie du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers. Et là-dedans, il y a de l'enseignement, c'est plus moi, et de la recherche. Je continue à faire de la recherche. Voilà, alors vous êtes chercheur toujours dans ce domaine et vous intervenez régulièrement sur différents médias, notamment sur CNews. Vous connaissez très bien les affaires de trafic de drogue. Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine à Marseille, évidemment, vous avez vu ça, pour soutenir l'opération Place Nette XXL contre la drogue, avec la volonté de débarrasser la ville des réseaux et des trafiquants de drogue. 4000 policiers et gendarmes mobilisés pour des résultats que vous jugez comment? Éthiques, importants? Je voulais commencer par un point qui est important. C'est l'utilisation précise du vocabulaire. Ça existe aussi en médecine. C'est très important. Ça s'appelle la nosographie. C'est l'art d'appeler les choses par leur nom pour faire le bon diagnostic. Il n'y a pas des réseaux à Marseille. Il y a des gangs. Hein. Les réseaux, c'est EDF, quoi, ou alors le réseau bancaire de la BNP ou tout ce que vous voulez. Il y a des gangs, et le fait de baptiser les choses par autrement que leur nom réel, c'est déjà le début de la falsification des choses et l'incapacité après ça de faire des diagnostics. Donc, à Marseille, c'est simple, il y a des gangs qui vendent de la drogue, qui s'enrichissent et qui, à partir de ça, entrent dans des guerres de territoire parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et qui s'entretuent. L'année dernière à Marseille, 49 morts et 123 blessés graves. Plus sur les 3 avant de Covid, 2019, voilà, on est à plus de 60% quand même d'homicides et de tentatives. Donc c'est énorme. Ce sont les pires résultats pendant toute l'année. Voilà, ça, les pires résultats depuis qu'on a les chiffres, depuis la libération. Hein, c'est pas n'importe quoi. Donc le travail du gouvernement en ces matières n'est pas bon. Ça, c'est le premier, et je vais donc vous expliquer pourquoi, et pourquoi l'affaire en question de XXL, là, ce sont des sottises. Mais aussi, un deuxième préalable qui est important pour vos auditeurs, et puis pour la bonne compréhension des choses. Quand nous, les criminologues, on critique ces opérations-là, on le fait pas pour faire plaisir à X ou pour fâcher Y, nous parlons sans intention ultérieure. Celui qui fait un diagnostic, le médecin qui vous dit que vous avez la grippe ou alors la peste, il le fait pas parce que vous êtes de droite ou de gauche, il le fait parce que c'est vrai, et il le pense, et qu'il a les moyens de l'établir. Donc ce que je vais vous dire là, j'ai les moyens de l'établir, et on va voir donc comment, de quoi découle la situation marseillaise, qu'est-ce qu'elle signifie et comment petit à petit c'est en train d'impacter toute la France. C'est vraiment les questions qu'on a envie de vous poser. Hein, mais auparavant, je voulais quand même juste, parce que c'est vraiment l'actualité, que vous nous donniez votre œil sur cette opération. Est-ce que pour vous c'est vraiment beaucoup de mousse? Est-ce qu'il y a du fond? Est-ce que les résultats de cette opération Place Nette XXL vous paraissent à la hauteur au moins des moyens déployés? Cette opération est révélatrice du monde désormais complètement factice et fictif dans lequel vit le gouvernement depuis que M. Macron est président de la République. Il s'imagine dans sa tête
qu'il suffit d'aller dans un endroit et de tchatcher les gens, de bavarder avec eux pour résoudre les problèmes. Il est sincèrement persuadé qu'il va descendre à Marseille, qu'il va s'adresser à des gens, qu'il va faire des selfies avec les petits téléphones portables, avec les dames, comme on dit, issues de la diversité, et donc à partir de ce moment-là, tout le problème sera résolu. Et alors, quand il rentre à l'Élysée, il dit « Ah là là, faut que je m'occupe de tout quand même, hein, vous vous rendez compte, si j'étais pas là pour m'en occuper ». Ce sont bien entendu des sottises. C'est un monde totalement fictif qui n'a aucune espèce de point de rencontre avec la réalité des choses. Si vous me permettez, cette réalité des choses, je vais vous la rappeler, parce que là aussi c'est important. L'origine des choses à Marseille, bien sûr. Voilà. Alors, juste avant qu'on vienne à l'origine des choses à Marseille, il y avait, pour aller tout à fait dans votre sens, il y avait un message des trafiquants de drogue qui avait un peu de bruit le jour même sur un réseau social, et il disait, ces braves gens, avis à toute la clientèle, nous sommes désolés dans la situation embêtante, je vous passe l'orthographe, qui n'est pas tout à fait celle de l'Académie française. Dans la situation embêtante qui a eu lieu aujourd'hui, la police est restée très très longtemps. Le COFI vous accueille demain à partir de 10h. En gros, ça nous a un peu perturbé quelques heures. Quoi. Oui, voilà. Mais donc, voilà le message. Ça, si vous voulez, c'est des épiphénomènes, c'est la réalité du terrain. Ce qui est important de comprendre... L'effet des 4000 policiers et gendarmes sur le terrain. Oui, non, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ceux qui montent ces opérations-là n'ont pas la moindre idée de la réalité du monde criminel et comment le monde criminel, sur le territoire duquel ils viennent faire un peu de cinéma, comme ça, exerce, si j'ose dire, ses talents. Hein, voilà. Ce sont des gangsters. Racontez-nous. Les gangsters en question ont un seul objectif, gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible, parce que dans un endroit où, entre eux, il y a eu une 50aine de morts et le double de blessés sérieux en un an, ils savent que la vie est brève. Ils savent qu'ils vont pas être toujours là pour profiter longuement, vieillir entourés de leurs petits-enfants jusqu'à une fin dans un lit, vous savez, dans la famille, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est courte et brève, mais bonne. Donc il faut accumuler le plus vite possible le plus d'argent possible. Qu'est-ce qui vous permet ça à l'heure actuelle dans le monde criminel? Réponse, la cocaïne. Voilà. La cocaïne, c'est la drogue reine. Il s'en vend naturellement encore moins que de cannabis, mais la quantité de cocaïne vendue en France augmente. Il y avait en 2012 400 000 cocaïnomanes en France. Il y en avait 700 000 en 2017 et aujourd'hui, il y en a 1 million. Il y a 1 million de Français qui régulièrement prennent de la cocaïne pour faire la fête, pour Dieu sait trop quoi, pour se doper, pour bosser plus ou quelle que soit la raison, parce que c'est un stimulant. Leur réseau, leur marché explose. Le marché explose. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme vous avez des points de vente physiques, c'est-à-dire des lieux où on vend la drogue en question, on entend parler d'eux sans arrêt dans les médias parce que c'est là où il y a des morts, hein, bien entendu. Voilà, les points de deal, des supermarchés de la drogue. Un supermarché de la drogue comme la Paternelle à Marseille, quand les bandits appellent la Pater entre eux, c'est 100 000 euros par week-end. Tout confondu, la cocaïne, la chiche, mais naturellement, la cocaïne rapporte le plus. Donc, comment savoir si, partant de cette réalité criminelle, les bandits peuvent être accessibles à un discours du style « ça suffit, vous allez voir ce que vous allez voir, moi le président, je me rends sur place et puis on va vous traquer, etc. » Tout ça, c'est un homme qui, quand il le dit, il est peut-être sincère, mais il fait rien d'autre que des bruits avec sa bouche. Vous comprenez que les bandits ne déguerpissent pas du seul fait qu'on entreprend de leur faire peur. Bien sûr, l'intérêt est énorme et 100 000 euros par week-end. Par rapport au risque qu'ils prennent en réalité, c'est ça. 52 week-ends par an, vous voyez ce que... Et puis plus tout le reste récolté pendant la semaine. Donc le gouvernement fait des choses ineptes qui n'ont aucun sens parce que ça ne correspond à rien dans la réalité du monde criminel. Qu'est-ce que c'est que les criminels en question? Les bandes, les gangs dont je vous ai parlé. Ce sont des gens qui ont tous en commun une chose, c'est que ce sont des hors-la-loi. Ils sont hors la loi. Quand vous êtes hors la loi, pouvez-vous faire appel à la loi? Réponse non. On n'a jamais vu un bandit en attaquer un autre au prud'homme ou lui faire un procès parce qu'il vient traîner sur son territoire. Le monde du crime organisé a des armes à sa disposition. Et là, M. Macron semble pas en avoir idée. La première, c'est l'intimidation.
c'est la plus efficace de toutes. On sait où tes enfants vont à l'école. Hein. Alors, si tu veux pas d'ennui, tu me laisses faire ou tu dégages. Ça sert pour des fonctionnaires un peu peureux. Ça sert parfois aussi, hélas, pour des magistrats. Ça s'est déjà vu. Et donc, première arme, l'intimidation. Deuxièmement, la violence. Les tirs dans les jambes, vous savez, pour expliquer aux garçons. Et puis, ça laisse des traces. Vous savez, il reste dans la cité, il est dans son fauteuil roulant. Donc, attention, Momo, là, il est méchant parce que tu as vu ce qui est arrivé à celui qui s'est opposé à lui. Et la troisième arme, naturellement, c'est l'assassinat. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que si vous envahissez le territoire Chicago au moment de la prohibition. Pour la même raison, c'est-à-dire que ne pouvant pas faire appel à la loi, ce sont des gens qui règlent leur compte eux-mêmes et l'échelle des peines dans le milieu criminel, elle est très petite, cette échelle-là, parce qu'elle a 2 barreaux. Je te casse la gueule, je te tue. Voilà. Bon. Alors, on a ça d'un côté. Alors, naturellement, on peut arriver à balayer la poussière sous le tapis pour des petits trafics, etc. Mais les homicides, on ne le peut pas, surtout que ça se passe en pleine rue et que désormais, ça se passe à l'arme de guerre. Vous savez, cette chose effarante. On a vu ça. Marseille, hein, je vais vous donner un fait qui est peu connu. Il y a un hôpital militaire à Marseille. Oui. Voilà, l'hôpital Laveran, si ma mémoire est bonne. L'hôpital en question, avant, c'était lors des guerres que sa connaissance de la chirurgie de guerre, c'est-à-dire des gens impactés par des balles qui sont naturellement, s'agissant d'armes de guerre, des armes de très gros calibre. Hein, voilà. Les Kalachnikov tirent des balles du calibre 7,62, c'est gros comme le doigt, une balle de Kalach. Hein, voilà. Donc, ce qu'on utilise pour du sanglier. Oui, exactement. Donc, vous avez avant un hôpital militaire, celui de Toulon, celui de Marseille, qui progressaient dans leur connaissance de la chirurgie de guerre par, en gros, les guerres coloniales et puis après ça, les interventions sur des théâtres d'opérations extérieurs. Aujourd'hui, ils progressent par les types qui arrivent percés de balles des quartiers nord de Marseille parce qu'ils sont impactés par des armes de guerre. Incroyable. Et il y en a eu quasiment, enfin, avec les Bouches-du-Rhône, une 50aine l'an passé. C'est pas rien, quoi. Donc, voilà, c'est des guerres. Et les guerres en question, elles sont inévitable, d'une part. Le milieu criminel ne peut pas fonctionner autrement. Et secondo, le cinéma officiel d'aller sur place et dire « je vais vous montrer, j'ai des gros biceps et puis c'est moi le plus fort », etc., ça les laisse absolument impavides. Alors, on nous a parlé, pour chiffrer toujours un petit peu le phénomène, je crois que l'État chiffre l'ensemble du trafic de drogue en France à 3 milliards d'euros. Est-ce que ça correspond à ces chiffres ou est-ce qu'on est bien au-dessus ? On est bien au-dessus, on est bien au-dessus. Songez à une chose, un seul point d'arrivée de la cocaïne en Europe, le port d'Anvers. En 2023, on parle des saisies, on ne parle pas de ce qui est arrivé. 116 tonnes, 116 000 kilos de cocaïne ont été saisis à Anvers en 2023. Plus, il y a Rotterdam et il y a Le Havre maintenant, il y a des ports dans le sud de l'Italie, il y a Algeciras, etc. Donc, il y a sans doute 7 à 800 tonnes, 7 à 800 000 kilos de cocaïne qui sont mises en vente, effectivement, qui passent à travers les mailles du filet et qui sont vendues partout en Europe. Alors maintenant, on a un ministre de l'Intérieur qui... On valorise sur le plan financier, c'est à... Oui, c'est très facile à faire. On sait toute la chaîne de la cocaïne, on sait la chaîne de valeur. Dans la jungle, alors aujourd'hui, là, voilà, cher ami, vous prenez un avion, vous allez à Bogota, puis après ça, vous partez dans la jungle, vous allez dans un endroit où il y a les narcos. Je vous déconseille parce qu'ils sont pas très sympathiques. Hein. Mais bon, vous arrivez à les convaincre de votre volonté d'acheter de la cocaïne. Au fin fond de la jungle, vous allez la payer $2000 le kilo. Le chlorhydrate de cocaïne, puisque c'est le nom de la substance avec laquelle on fait des petites lignes et qu'on aspire et qu'on sniffe et qu'on se met dans le nez pour avoir une expérience stimulante. Danser toute la nuit, bosser, etc., 2000 €. Au nord de l'Europe, c'est-à-dire à Stockholm, ça coûte 60 000 $ le kilo. À Marseille, ça en coûte une trentaine de milliers de dollars le kilo, au prix de gros. Donc c'est importé en Europe. Après ça, c'est divisé en quantité de manière à être acheté par des caïds. Celui qui tient la fameuse cité de la Castellane, etc., il dit « moi j'en veux 200-300 kilos ». Donc c'est partagé et après ça, c'est morcelé et c'est vendu sur les points de deal, etc. Donc, comment savoir si la lutte
contre le trafic de stupéfiants est efficace? Voilà, alors bonne question. Vous m'avez donné une réponse, il suffit de regarder les prix. Ben, évidemment, et de regarder le prix dans la rue. C'est-à-dire que depuis qu'il y a cette histoire de Marseille, sur tous les médias, les gens disent oui, mais c'est efficace, non, ça l'est pas. Ils ne se servent pas du seul indice qui permet de révéler la réalité, qui est celle du prix vendu dans la rue. Revenons au fondement de tout. Pourquoi? Parce que toute marchandise, des carambars ou de la cocaïne, elle est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Imaginez que brutalement de tous les rayons des confiseries soient remplis de carambars, le prix va baisser parce qu'il y en a trop et donc ça va faire baisser les prix. Alors que si jamais il y a une restriction, cocaïne ou carambar ou carotte ou n'importe quoi tout pareil, si jamais il y a une rareté, eh bien le prix de la drogue augmente. On l'a vu de nos propres yeux du temps du Covid, pendant qu'il y avait les confinements, comme les convois, les go-fast, vous savez, où on amène la drogue, étaient arrêtés puisque tout le monde était chez soi, et que deuxièmement, il n'y avait plus personne dans les rues. Donc c'est dur d'être le narco, le seul, le dealer sous la vidéo. Il y a de la vidéo partout. Non, mais il y a de la vidéo partout maintenant dans les villes. Et donc le seul qui est là, c'est le dealer, donc il est arrêté tout de suite. Donc le commerce de la drogue a été pratiquement arrêté pendant des semaines. Donc les rares qui arrivaient encore à avoir un peu de drogue, le prix triplait ou quadruplait. Donc on l'a vu, c'est pas une idée théorique d'un économiste un peu c'est ça. comme donc, ça. Quand la lutte contre les réseaux de drogue et les cartels et les gangs, comme vous le disiez, est efficace, eh bien le prix explose. Voilà, c'est-à-dire que et pas le cas Monsieur Darmanin arrive il y a en gros 3 ans. Voilà, c'est un ministre de l'Intérieur au long cours. Il arrive, au moment où il arrive, le prix du gramme vendu dans la rue est à peu près 80 € le gramme. Comme ça, vos auditeurs se feront pas rouler la prochaine fois qu'ils aient acheté de la cocaïne. 80 € le gramme, à l'époque. Voilà. Monsieur Darmanin nous dit qu'il pilonne, qu'il fait place nette, que ceci, que cela, etc. Monsieur Macron, pareil. Très bien. Si jamais le pilonnage et si jamais la place est vraiment nette, aujourd'hui, c'est-à-dire en début de l'année 2024, on doit en être à 120 € le gramme. C'est ça. Et en plus de ça, on en est à... le deuxième critère, attendez, c'est important, le deuxième critère, c'est la pureté. Parce que si la politique de l'État antidrogue est efficace, il doit y avoir moins de drogue sur le marché. Ce que font les narcos, premièrement, ils la coupent plus, c'est-à-dire qu'elle est plus diluée, de manière à maintenir quand même un taux de profit pour eux. Et deuxièmement, ils la vendent plus cher. C'est exactement le contraire qui se passe. Nous sommes en mois de mars 2024, la cocaïne coûte, selon qu'on est au nord ou au sud de l'Europe. Si on est à Lille, par exemple, on est près des grands ports d'approvisionnement que sont Anvers et Amsterdam. À ce moment-là, la cocaïne, maintenant, elle est à 50 € le gramme. Et si on descend à Marseille, c'est plutôt 60. Mais dans les deux cas... Donc elle a baissé depuis 3 ans. Le prix a baissé. Elle a baissé, ce qui est la preuve d'un échec énorme du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a plus de drogue disponible, et surtout, maintenant, elle est vendue pratiquement pure, elle est pratiquement plus coupée. Il y a de la cocaïne en vente dans la rue qui est pure à 85 ou 90%. Les narcos se donnent même plus la peine, tellement ils en ont de la coupée, ils la vendent pratiquement pure. Incroyable. Alors, il y a un autre phénomène, c'est le fait que ça se diffuse, moi je suis sidéré par ça, dans des villes moyennes. On a parlé de Cavaillon, on parle, alors Rennes qui est quand même une grande ville, mais de villes de province, mais parfois de petites villes de 10, Dijon. 20 000, Dijon, de trafic de drogue dans des villes vraiment étonnantes. Est-ce que il y a une capillarité? Est-ce que non seulement le chiffre augmente dans les grandes villes, mais est-ce que aussi ces gangs se répandent dans des villes moyennes de plus en plus petites en France? Mais pour une raison bien simple, et là est la deuxième ignorance officielle du mode de fonctionnement du monde criminel, jamais. Il y a des exceptions, mais ça se termine toujours mal pour les exceptions. Pablo Escobar, jamais le milieu criminel, petit, moyen ou gros, ne tient tête, n'affronte directement l'appareil d'État. Si demain l'appareil d'État décide, il écrase n'importe quel gang. Les mafias, les vrais, comme en Sicile, c'est différent. Mais là, on n'a pas ça chez nous. Mais est écrasé dans les quelques semaines. La force
de l'appareil d'État est incommensurable avec celle de n'importe quel gang, même puissant, même à Marseille ou partout ailleurs. Donc, le milieu criminel ne peut pas affronter l'appareil d'État en race campagne, dans des batailles comme Verdun ou un truc comme ça, bien entendu pas. Comme on l'a vu dans un film récent, vous savez, sur Marseille, j'oublie le nom, mais il y a toute une bataille de drogue. Ah non, c'était entre eux. C'était entre eux. Les narcos s'affrontaient entre eux, c'est de gang à gang. Mais ils n'affrontent jamais l'appareil d'État. De temps en temps, il y a un peu d'intimidation, ils vont larguer une rafale de Kalash au passage d'une patrouille, mais l'idée, c'est pas d'engager la bataille, c'est de repousser les forces de l'ordre de ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que l'appareil d'État fait pression sur le monde criminel, celui-ci se sert de sa seule pratique. C'est cours numéro 1, jour numéro 1 de l'Institut de criminologie. C'est l'effet de déplacement. Si on ne peut pas le faire aujourd'hui, à tel endroit, on le fait ailleurs. Donc l'effet de déplacement, il a 2 dimensions. Comme toujours, l'être humain, c'est l'espace et le temps. Soit il ne peut pas le faire dans un endroit de Marseille, il va le faire un peu à côté. Soit, vous avez lu vous-même le communiqué là, des narcos, ils disent aujourd'hui, il y a les flics, on viendra demain. Donc ça, c'est un effet de déplacement dans le temps. On ne peut pas le faire aujourd'hui, on le fera demain. Voilà, alors ça, c'est illusoire. Ça ne marche jamais, ça n'a jamais... On ne vit pas sous cloche. Il y a d'autres expériences de lutte anti-drogue sur tous les continents, dans 100 pays du monde. Je peux vous dire d'ores et déjà que ça ne peut pas marcher, qu'on a étudié ça. Pourquoi? Parce que un dealer, un caïd, celui qui dirige un gang, qui fait 100 000 euros par semaine rien qu'en vendant de la cocaïne, 200 000 avec le hashish, etc., cet individu-là, il a l'air insolide, il a les moyens de tenir. Là aussi, on l'a vu pendant le confinement, ils ont attendu quelques semaines que tout ça se calme, et hop, ils ont recommencé à le faire après. Donc c'est pas en envoyant les malheureux gendarmes mobiles ou la police pendant une semaine ou deux semaines à la Castellane, eh bien, ils vont attendre. Et même, ils ont un proverbe. La société criminelle la plus admirée au monde par les autres bandits, c'est la mafia sicilienne. C'est la mère de toutes les sociétés criminelles. Elle est là depuis des siècles, elle est indéracinable. Aujourd'hui, elle est plus puissante qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans, elle sera encore plus puissante. Il y a à Palerme des préfectures mafieuses avec des familles continues, etc. Aucune de ces familles n'a jamais été démantelée. Bref, c'est la Rolls-Royce du monde criminel. Et les Siciliens ont un proverbe pour se moquer de la répression. Vous savez, au bord des rivières, il y a des joncs, des roseaux. Et le proverbe, c'est « courbe-toi, jonc, la crue passe ». Voilà. Et donc, le jonc se courbe quand la crue passe, et puis il se relève après ça, au passage. C'est ça qui est en train de se passer à Marseille. Le roseau plie mais ne rompt pas. Voilà, exactement. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Sicilienne. Alors, là, ce que vous avez indiqué, là, tout à l'heure, c'est de dire, le lendemain, ils étaient là. Alors, le préfet a fait une crise de rage parce qu'il a dû se faire remonter les bretelles par Matignon en disant... alors, Stéphane Ravier, pour aller exactement donc le sénateur Reconquête de Marseille, a envoyé un petit tweet qui va tout à fait dans le même sens, qui dit « Trafiquant de drogue marseillais osent tout, même faire la publicité dans les boîtes aux lettres ». Alors, il a montré une publicité, de fait. C'était en plein centre-ville de Marseille, à quelques centaines de mètres de la préfecture. C'est dire si Darmanin leur fait peur, dit Stéphane Ravier. De fait, il est dans les boîtes aux lettres marseillaises, donc les gens ont reçu... Sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Sur les réseaux sociaux aussi. On a même vu France Info interviewer un trafiquant... Un caïd, en prison qui s'exprimait avec la voix voilée. Transformée. Mais enfin, tout ça, ça sent pas la panique à bord. Mais non, mais enfin, imaginez bien que sur les réseaux sociaux, les gangs en question donnent leur adresse. Ils disent, on est au 12 de la rue machin, alors vous arrivez, puis c'est fléché, etc. Enfin, des gens qui sont en panique et qui sont en train d'essayer de se planquer, à l'heure actuelle, pour prendre un cas totalement différent, mais le Hamas, il donne pas son adresse à l'armée israélienne à Gaza, quoi. Ils essayent de survivre dans des trous, quoi.
Et ben là, ils s'en fichent, voilà, quoi, ils donnent leur adresse. Ouais, incroyable. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que le pouvoir public, d'abord, pendant longtemps, n'a pas laissé proliférer un certain trafic de drogue dans les banlieues parce que c'était des populations pauvres, que ça les aidait à vivre, qu'ils n'avaient pas envie de prendre de risques, de mettre les banlieues à feu et à sang, etc. Est-ce qu'on a complètement perdu le contrôle au fil du temps? Comment est-ce que vous analysez ça? Quel est l'impact des frontières aussi qui ont disparu dans l'Europe? Est-ce que ça joue un rôle? Il faut savoir, je ne fais pas partie de ceux qui critiquent sans arrêt l'appareil d'État. L'appareil d'État français, l'appareil d'État régalien, c'est-à-dire il n'a pas forcément tous les moyens qu'il lui faudrait pour dominer complètement son sujet, mais il est quand même encore très robuste. C'est le plus robuste en Europe, hein. On a un bon appareil d'État, on a une bonne police, on a une bonne gendarmerie, on a une belle armée encore. Et donc, il ne faut pas sans arrêt dire à les pauvres, etc. Parce qu'ils font du mieux. Vous pensez que les services antidrogue sont sur pied, quoi. Voilà, hein, ils sont travaillent. sur pied. Maintenant, ils ont besoin d'ordre. Et ils ont besoin que les ordres soient pertinents. Ils ne vont pas engager eux-mêmes les batailles qui leur font plaisir du jour au lendemain. Alors, ce qui se passe, c'est que le défaut de la cuirasse à l'heure actuelle, c'est le défaut de diagnostic. Les gens qui nous dirigent ne savent pas ce que c'est que le monde criminel et donnent des ordres un peu à tort et à travers, en disant faites donc ceci, faites donc cela, en sachant que, par exemple, tout le cinéma, tout le tam-tam, ils s'en moquent, quoi. Vous avez Macron, il passe à Marseille, il fait des selfies. Et puis le lendemain, le caïd, il est dans la cité, et le caïd, il est dans des guerres de gangs où il y a eu 50 morts depuis le début de l'année. De qui vous avez peur? Vous avez peur de Macron ou vous avez peur du caïd? Eh bien, vous avez peur du caïd. Donc, si vous avez peur du caïd, vous respectez la loi du silence. Si vous l'ouvrez, vous risquez d'être le 51e cadavre, et donc la police ne peut pas bien travailler, quoi. Donc, parce qu'elle n'a pas de Mais vous source. pensez que les moyens sont suffisants, par exemple, mis par la France sur le terrain? Est-ce qu'ils sont c'est pas une suffisamment question de nombreux, moyens. suffisamment formés? C'est une vraie question. C'est pas le problème. Le problème, c'est celui de la décision politique. De la volonté politique. La décision, la volonté, c'est abstrait. La décision, c'est allez-y demain matin. Voilà. Juste avant le Covid, comme j'ai enseigné longtemps très longtemps même à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, j'ai des fois des contacts avec des échelons supérieurs de la gendarmerie. Et c'était juste avant, c'était peut-être une semaine avant le confinement, j'ai rencontré des colonels, des généraux de gendarmerie, et ils voulaient m'interroger sur ce qui se passait dans les banlieues, sur ce dont on parlait. Et à la fin, l'un d'entre eux, sans doute pas choisi par hasard, parce que j'avais été son tuteur à l'école de guerre, mais 30 ans avant ou quelque chose comme ça, me dit « Monsieur Roffer, nous sommes prêts. Le jour où nous en avons les ordres, la situation dans les banlieues, on remet tout sur pied en 6 mois. » C'est une question de volonté politique. On va parler chiffres maintenant, si vous voulez bien. Mais c'est-à-dire que derrière la volonté politique, il y a le risque pris aussi par un décisionnaire politique, un responsable politique, de voir les banlieues s'enflammer. Mais de zéro, jamais de la vie. Les gens qui sont sur le terrain dans les banlieues, j'y vais, vous savez. Ouais. Je suis un peu protégé par le côté vu à la télé. Ah, toi, t'as vu, c'est vrai que t'as vu des mafieux, etc. Ils me parlent, les petits loulous, là, les lascars. J'ai jamais été en danger en étant au milieu d'eux, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous allez dans les banlieues en question. Vous avez remarqué, mais on le voit tous les jours, ils attaquent toujours à 50 contre 1. Et je vais vous donner la preuve. Quand il y a eu les affaires du groupe islamique armé, il y avait une cité qui était extrêmement chaude, qui est à côté de Lyon, qui s'appelle les Minguettes. Et issu des Minguettes, il y avait 2 ou 3 gaillards qui avaient été séduits par les idées terroristes du groupe islamique armé et qui avaient eu l'idée clairement idiote de vouloir faire un maquis islamiste à côté de Lyon. Alors, la région à côté de Lyon, ils voulaient faire un maquis, c'est la région qui s'appelle le Beaujolais, créer un maquis islamiste dans le Beaujolais par une idée comme ça un peu idiote. Mais bon, ils y ont été, et les paysans ont vu qu'il y avait des gamins là qui rôdaient dans le secteur, ils ont appelé les gendarmes. Et l'un d'entre eux a eu la mauvaise idée de pointer une arme à feu sur un gendarme qui faisait partie d'un peloton de gendarmes parachutistes, etc. Et il s'appelait Kelkal, il a pris 2 balles dans la tête, fini. La cité des Minguettes était juste à côté. Y a-t-il eu un embrasement de la cité des Minguettes?
tout le monde est resté sage comme une image. Là, ça devenait dangereux. Les balles sifflaient. Et puis, celui qui avait voulu faire un maquis, il avait également tenté de mettre le feu à une école juive. Khaled Kelkal, exactement. Il avait aussi voulu mettre le feu à une école juive, comme on a déjà vu ça. Hein, après ça, à Toulouse, etc., il a recommencé. Enfin, un autre du même acabit a recommencé. Et donc, ils sont restés sages comme des images. Parce que quand ça va très mal, que quand les gens disent « Monsieur, vous restez là, autrement on ouvre le feu », eh bien, c'est même pas la peine de le faire. Vous allez voir que le jour où il y aura une reprise en main, la reprise en main, elle aura deux conséquences. Premièrement, ceux qui sont censés vouloir tout casser et qui cassent tout quand ils ont affaire à des faiblards. Comprenez, vous voyez M. Macron, vous voyez M. Attal, vous avez compris que c'est pas Gengis Khan, hein, donc on peut tout casser, il nous arrivera rien. Mais le jour où il y a des gens sérieux qui disent... Vous répondez à une question essentielle, c'est est-ce qu'on peut mettre fin à ça et est-ce qu'un pouvoir peut-être plus fort et plus décidé, puisque vous avez l'air de dire plus décidé, pourrait stopper cette dérive effrayante. Et surtout pas avec l'armée. L'armée, elle est faite pour tuer les gens. Il y a une arme en France qui est faite pour rétablir l'ordre, c'est la gendarmerie nationale. Voilà, c'est le job de la gendarmerie nationale. Voilà. Alors, d'une part, remettre de l'ordre, et deuxième conséquence, les habitants de ces quartiers issus en grande majorité de l'immigration n'en peuvent plus. L'autre jour, j'étais pas très loin de Paris, dans un endroit un peu difficile, comme disent les journalistes du Monde. J'ai parlé avec une dame africaine, donc immigrée en France. Elle était obligée de monter sa poussette au 9e étage avec le bébé dedans, et elle avait donc un autre bébé, parce que les dealers monopolisaient l'ascenseur. Ouais. Vous vous rendez compte, 10 étages, un gamin dans la poussette, l'autre enceinte, etc. Tous les jours, elle est obligée d'accompagner son gamin à la crèche ou à l'école, comme 10 étages. Le jour où une personnalité politique dit aux habitants, quels qu'ils soient, des quartiers en question, c'est fini, vous n'avez plus peur, vous êtes chez vous, eh bien, à partir de ce moment-là, cet individu-là et son parti seront réélus pour les 50 ans qui viennent. C'est tout le contraire de ce qu'ils imaginent. Nos dirigeants ont peur de tout, ils ne devraient pas avoir peur. Sauf que les intérêts des dealers sont tellement puissants, vous nous en parliez il y a un instant, qu'on imagine mal qu'ils puissent abandonner à la décision politique et dire très bien, je vais vivre pauvrement des minima sociaux du jour au lendemain. Si ? Eh bien non. Non, il suffit de les prendre et pour ceux qui ne sont pas français, de les renvoyer chez eux. Nous avons tous les moyens pour faire entendre au pays dont viennent les individus en question qu'il faut qu'ils les reprennent quand ils ne sont pas français. Hein, parce que, vous savez, on nous dit « Ah, les prisons sont pleines ». Vous savez combien il y a d'étrangers ? Étrangers, on ne parle pas de gens issus de pays étrangers. Dans les prisons françaises, on a 65 000 places et donc il y en a une dizaine de milliers qui manquent. Il y a 15 000 étrangers. On les envoie chez eux, on a 15 000 places de livres dans les prisons. Le problème est résolu. Là aussi, c'est un problème de décision politique. Alors, si on se contente de chialer, ils veulent pas les reprendre, etc., évidemment, on n'avance pas. Mais on a les moyens. Et alors, ça, à quel niveau est-ce qu'il faut agir pour justement contrer ces cartels, on va dire ? Est-ce qu'il faut faire des actions à l'international pour attraper des trafiquants, des têtes de réseau qui peuvent être réfugiés au Maroc, comme on l'a vu tout récemment, ou ailleurs. Est-ce qu'il faut agir très localement dans les quartiers ? Est-ce qu'il faut descendre vers les consommateurs de la drogue ? Vous voyez, à quelle échelle est-ce qu'il faut prendre tous les échelons ? La France est une monarchie plus ou moins ratée maintenant, mais c'est quand même un pays dans lequel tout dépend du président de la République. Le président de la République doit prendre la décision. Fini la récré, les émeutes, etc., ça va comme ça. Installer un commissariat de police ou préférablement une gendarmerie dans les endroits à l'heure actuelle hors contrôle et y faire régner l'ordre. Tout le reste, après ça, le social, la prévention, la médiation, etc. Mais c'est pas la peine de sortir de Polytechnique pour comprendre qu'il est impossible de faire de l'économie, de faire du social et de faire de la prévention et de la médiation dans un endroit où il y a des gangs qui s'entretuent à la Kalachnikov. Évidemment, le maintien de l'ordre dans les quartiers en question est préjudiciel, comme on dit en droit. C'est pas plus important que le reste dans l'ordre général des choses, mais ça doit être fait avant
Un exemple, là, les chirurgiens, l'asepsie, le fait de se laver les mains soigneusement avant l'opération, c'est pas plus important que l'opération elle-même, mais ça doit être fait avant, autrement le patient meurt. Donc il y a des choses qui sont préjudicielles, qui doivent être faites avant. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire les choses avant. Donc dans les quartiers, agir dans les quartiers avant d'agir à l'international pour attraper les têtes de réseau réfugiés en dehors de nos frontières. Mais ils y sont, qu'ils y restent, c'est pas grave. Ça, ce qui compte, c'est qu'ils aient plus la possibilité de diriger leurs troupes en France. Et ça, on a les moyens de l'imposer. Évidemment, on ne peut pas comparer avec un pays qui est tout petit comme le Salvador, avec ses 6 millions d'habitants et doit être, Salvador, ça doit être à peu près grand comme le département de la Gironde. Vous voyez, c'est pas un truc immense. Et donc là, mais le type a dit, j'en ai marre. Il y avait des bandits qui mettaient le pays en coupe réglée. Dans l'Union européenne, il y a en moyenne, pour toute l'Union européenne, 2 homicides pour 100 000 habitants par an. Au Salvador, c'est... 2 homicides liés à la drogue, vous voulez dire? Non. Ou en général? En général, 2 pour 100 000. En France, c'est 1,15. En Allemagne, c'est 0,9. Au nord de l'Europe, c'est plutôt 2, etc. Mais en moyenne, 2 pour 100 000. Hein. Homicide par an. Un homicide, c'est-à-dire un monsieur ou une dame qui ont tué un autre. Hein. Voilà, quel que soit le motif, 2 pour 100 000. Au Salvador, à un moment donné, c'était 100 pour 100 000. C'était une tuerie, c'était une hécatombe. Voilà, le type est arrivé. Alors, vous allez me dire, les gangsters sont pas toujours des docteurs en sciences politiques ou des docteurs en sciences physiques nucléaires, mais ceux-là, ils tatouaient leur gang sur la figure, donc ils n'ont pas été si difficiles que ça à arrêter, les tatouages, les marastes, les fameux. Donc il en a mis 70 000 en tôle. Il a baptisé très habilement le centre où il les a mis à l'abri de la tentation, centre de prévention du terrorisme. Il dit 100 homicides par an, tous les ans dans mon pays, c'est plus du banditisme, c'est du terrorisme des rues. Et donc, comme centre de prévention du terrorisme, ils sont là-dedans, et puis ils attendent, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays, évidemment on pense au Salvador, mais qui ont réussi comme ça à éradiquer complètement on n'arrivera jamais à éradiquer le crime tant que nous ne serons pas au royaume des anges, parce que Durkheim, le crime est un phénomène social normal. Il y a toujours des gens qui préfèrent aller attaquer une banque que de travailler, visser des boulons dans une usine en se levant à 5 heures du matin, quoi. Il y a toujours des gens comme ça. Simplement, quel doit être l'objectif de tout gouvernement décent? C'est de faire baisser les phénomènes criminels jusqu'au-dessous du seuil de l'insupportable. Ça doit être sous le seuil de l'insupportable pour la population. À l'heure actuelle, en France, c'est insupportable. Tous les jours, dans les quartiers, il y a des pétitions, il y a des lettres, on n'en peut plus, ils nous volent chez nous le nord-est de Paris avec les gens qui prennent cette drogue affreuse qui s'appelle du crack, la cocaïne base, et qui deviennent des zombies. Et ils vont dans les restaurants piquer la nourriture des gens dans les assiettes. Ça se passe à Paris 19e, ça se passe pas en Chine ou au Soudan. Voilà. Donc, le gouvernement doit faire redescendre la pression criminelle au-dessous du seuil de l'insupportable. Il n'y arrive pas. Eh ben, qui laisse le travail à d'autres qui seraient plus qualifiés que lui? À partir de 2 concepts. Le premier concept, c'est, on le sait depuis Platon, le commencement est la moitié du tout. Le commencement, c'est un bon diagnostic. Ils sont où? Ils font quoi? Qui sait? Alors, à l'heure actuelle, par politiquement correct, on ne dit pas trop qui c'est, bien entendu. Vous avez vu dans les journaux, dans la presse... Le lien avec l'immigration est évident. Il faut être honnête. Il y a, en gros, aujourd'hui en France... Pour les trafiquants, pas pour les consommateurs. Il y a 3 formes de criminalité en France. Voilà. Il y a la criminalité dite en col blanc, un notaire qui part avec l'argent de ses clients ou un banquier qui fait des entourloupes, etc. Ce sont des Gaulois. Deuxièmement, il y a les atteintes à l'environnement qui sont très graves. On peut empoisonner les sols, empoisonner les rivières, etc. Là aussi, c'est des Gaulois. Et puis, troisièmement, ce qu'on appelle la criminalité ou la délinquance de voie publique. Et là, c'est à plus de 80%, soit des étrangers, soit des gens issus de l'immigration. Alors, que font... Pour la drogue, c'est quand même cette population-là, cette troisième population. C'est ça. Et en sachant, pour revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, mais comment vont réagir les pays d'origine ? Il faut savoir que ce qui se passe en France pourrit la vie aussi des pays d'origine. Il y a quelques années, je suis à Alger.
J'ai beaucoup d'anciens étudiants algériens dans des sommets de la police et des services spécialisés, etc. Et il y a un de mes amis, qui est un de mes anciens étudiants, qui, jusqu'à une date récente, était le directeur général de la police nationale algérienne. À l'époque, il était le directeur du cabinet. Et donc, il me dit, le patron veut te voir. Alors, on voit le patron. Et le patron, cette histoire, je l'ai racontée une fois, mais elle est importante. Le patron me montre un espèce de diagramme comme ça, comme un électroencéphalogramme, vous savez. C'est des petits croisillons rouges et puis il y a une ligne noire qui monte et qui descend. Alors il me dit, Monsieur Hofer, vous savez ce que c'est la ligne en question? Alors je dis non, Monsieur le directeur général. Il me dit, ce sont les vols à main armée commis dans la wilaya d'Alger, dans la préfecture d'Alger. Oui, alors, et il me dit, vous savez ce que c'est la pointe là? Pourquoi ça monte? Alors je dis non. Il me dit, ce sont les vacances scolaires en France. Voilà. Le jour où on leur dit, on va se partager le boulot, mais on vous débarrasse de ces phénomènes-là. Et puis ce que je vous dis est vrai au Maroc, est vrai en Tunisie, est vrai partout. Moi, j'ai des anciens étudiants maghrébins, j'en ai des tas, ou sahéliens, c'est-à-dire maliens, sénégalais et tout. Je me suis bien entendu avec eux. Ces étudiants-là ont un sens du juridique assez fort, sont des bons étudiants en droit et des bons étudiants en criminologie. Donc j'ai gardé de bons souvenirs et de bons contacts avec eux, et ils me disent c'est vrai partout. Ce qui se passe, ce qu'on appelle poliment, aimablement la délinquance en France, leur pourrit la vie autant qu'à nous. Ah, voilà. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est pas une image qui est naturelle. Non, mais c'est contre-intuitif. On se dirait, ça va, il est Françaoui, c'est bien, ça nous fout la paix pendant ce temps-là. Pas du tout. Ça leur complique la vie et ça génère chez eux une criminalité d'importation quand les petits reviennent au bled en vacances. Ouais, ce qui montre qu'il y a quand même un vrai problème. Oui, pour pour les deux rives de la Méditerranée. Voilà, en France, puisque on exporte aussi ces individus pas toujours désirés, même de leur pays d'origine. Ben non. Merci Xavier Hofer, c'était passionnant. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site boulevardvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite et fière. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les indications sur notre site web. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand entretien.